Allez, c'est parti. On y va. Bonjour à tous qui nous rejoignez. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce 10e rendez-vous du biodéchet. Moi, je me présente, je m'appelle Emmanuelle Hervéou, je fais partie de l'équipe marketing et communication de Green Creative. Ce rendez-vous du biodéchet, donc le 10e, est dédié aujourd'hui au digesta. Si vous êtes aujourd'hui ici, vous savez sûrement que le digesta, c'est pas seulement ce sous-produit de la méthanisation, mais c'est une véritable ressource pour les sols. Et le retour au sol, c'est justement l'une des obsessions de Green Creative, puisque tous les équipements de déconditionnement et de filtration qu'on a créés depuis 2013 visent à permettre à la matière organique de retourner au sol. Pourquoi ce retour au sol est vertueux? Parce que chez Green Creative, on garantit en fait un taux de pureté de la soupe organique inégalé sur le marché. Notre toute dernière innovation, FlexiPure, par exemple, permet d'atteindre un taux de pureté de soupe de plus de 99,9%. Et donc, c'est l'assurance d'un digesta sans aucune trace de plastique ou de métaux qui pourraient polluer les sols. Donc, on a de nombreux clients agriculteurs et méthaniseurs qui ont choisi Green Creative pour cette raison, pour pouvoir étendre le digesta sur leur champ en toute confiance, on va dire. Et parmi eux, l'un de nos intervenants aujourd'hui, donc Damien Dulst, président d'Enebio Grand Est. Bonjour Damien. Un petit micro Ouais, allumé. Ouais, super. bonjour. Bonjour Damien. Et pour compléter le regard terrain de Damien, on a la chance d'avoir parmi nous Julie Jiménez, chercheuse à l'INRAE et spécialiste des digestats, grâce à qui nous pourrons éclairer ce sujet d'un regard scientifique. Bonjour Julie. Bonjour. Et juste avant de leur donner la parole, je voulais juste vous dire quelques mots sur la raison d'être de ces rendez-vous du biodéchet. Comme je viens de vous le rappeler, la mission de Green Creative, c'est donc de boucler la boucle du biodéchet en permettant l'extraction d'une soupe de qualité. Et chez Green Creative, on a souhaité contribuer à faire progresser cette filière, donc depuis 10 rendez-vous, cette filière du biodéchet, en mettant en lumière des retours d'expérience d'experts, en partageant des actualités, en racontant aussi les défis et les enjeux rencontrés sur cette filière du biodéchet. Donc le format aujourd'hui, ça sera 15 minutes d'échange avec nos invités et 15 minutes d'échange avec vous, pendant lesquelles on pourra relayer toutes les questions que vous poserez dans le chat ou dans la rubrique de préférence Q&R que vous voyez en bas de votre écran. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout le long du webinaire. On les posera donc à la fin de nos 15 minutes d'échange avec nos invités. Donc, sans plus attendre, ma première question est pour Julie, pour dresser un panorama un petit peu large, une définition du digesta. L'INRAE a récemment collaboré à un vaste projet de recherche autour du digesta, FertiDig. Donc, vous avez le lien normalement pour renseignements dans le chat. Est-ce que Julie, vous pourriez nous rappeler brièvement ce qu'est un digesta et pourquoi et en quoi il est bénéfique pour les sols? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, les digestats, ce sont des produits majoritaires en termes de masse issus de la méthanisation des résidus organiques. On va dire qu'en termes de masse, ils sont entre 80 et 95% de la masse intrante, hein. Donc, c'est quand même le principal produit en fait de la méthanisation. Et donc, pourquoi on s'intéresse aux digestats? Alors, si on revient un petit peu au procédé de méthanisation, donc la méthanisation, c'est un procédé qui est basé sur une succession de réactions biologiques qui transforment la matière organique, qui est contenue dans les résidus organiques, les déchets, en énergie renouvelable, le biogaz. Mais pendant la méthanisation, donc, la matière est transformée, donc la matière organique biodégradable, dans les conditions du procédé, temps, température, est transformée donc en biogaz, donc le méthane. Mais il reste encore cette matière organique non biodégradée qui peut avoir une qualité variable euh, des intrants selon le temps de méthanisation dans les digestats. Donc, ce qui veut dire que le digestat contient donc de la matière organique avec une qualité qui va être variable, donc soit labile, soit stable, qui peut potentiellement fertiliser les sols, Mm. à la fois la biologie et la structure des sols. Et puis également, la méthanisation est intéressante au niveau des nutriments puisque la teneur en nutriments totaux est conservée, tout ce qui est nutriments, azote, phosphore, potassium, oligo-éléments.
Et ce qui est également intéressant, c'est que les formes organiques de certains de ces nutriments, comme l'azote et le phosphore, peuvent être aussi minéralisées, donc selon leur biodégradabilité d'un procédé. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces nutriments qui vont être minéralisés vont devenir sous forme minérale et donc être plutôt accessibles pour les plantes et conférer au digestat en fait un potentiel fertilisant assez intéressant. Mm. Donc finalement, les digestats, ils sont intéressants quand ils vont contenir à la fois de la matière organique, des nutriments, donc voilà, des ingrédients intéressants pour en faire des bons fertilisants organiques, à condition bien sûr de bien maîtriser leur usage, que ce soit au travers des pratiques culturales, matériel utilisé, euh, les périodes d'apport, Mm. etc. Mm. Et ils peuvent même aller jusqu'à substituer tout en partie des engrais minéraux. Mm. Donc voilà, donc dans le projet Fertilige, peut-être on en reparlera après, Mm. mais on a étudié en fait la variabilité des digestats parce que effectivement c'est un des challenges de ce produit. Ok, très clair. Merci, Julie. Une question pour Damien maintenant. Sur le site de méthanisation d'Enebio, vous avez, vous, un réseau d'épandage de 11 kilomètres. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre activité chez Enebio et nous dire comment ce digesta est utilisé sur votre site actuellement? Donc, moi, Damien Du, je suis président de la SAS Sénébio. On est 4 exploitants associés pour ce méthaniseur et on représente environ, enfin, on a 1200-1300 hectares en tout, dont 1000-1100 hectares dans un rayon de 4 à 5 kilomètres autour du site. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que le site est extrêmement central par rapport au parcellaire et on a pu donc faire un réseau de 3 branches en étoile, on va dire, enfin 3 branches qui partent du méta et on rayonne, donc on a 11 kilomètres de tranchées, des tranchées de 3 à 4 kilomètres qui nous permettent d'emmener le digestat du méthaniseur tout au long de ce réseau. On a des bouches pour récupérer le digestat. On a 2 cuves déportées également sur les trois, par rapport à 3 réseaux. Et donc, de là, on peut remettre des tuyaux et on a un épandage sans sol directement je dirais, de ces cuves déportées ou du méthaniseur. Donc, ça veut dire on a eu un investissement de base assez lourd. Par contre, derrière, on n'a aucun camion sur la route et on a un digestat qu'on utilise très facilement et on n'a que 2 opérateurs qui font l'épandage du digestat aux bonnes périodes. Voilà, donc l'avantage aussi, c'est que nous, on est basé dans le 10 à côté de Troyes. Alors, l'avantage, c'est qu'on a un grand parcellaire, mais on a peu d'habitats disséminés. Donc, on a que des villages qui sont espacés les uns des autres de 2 à 5-6 kilomètres. Donc, en fait, c'était relativement simple pour nous de créer ce réseau et de faire cet épandage, je dirais, directement par voie souterraine. Ce qui n'est pas le cas dans des régions, je suppose, où il y a beaucoup d'habitats disséminés. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le coup d'avantage que l'on a chez nous pour l'épandage du digestat. Et on investit dans du matériel Listec avec de l'épandage sans queue. Et comment vous vous assurez de la qualité du digesta chez Enebio? Alors la règle aujourd'hui veut qu'on ait un contrôle de digestat, une analyse laboratoire par an. Nous on en Mm. fait 3, c'est-à-dire qu'on fait à chaque fois un mois avant épandage, on fait une analyse du digestat. Mm. Et derrière, bon, on définit notre volume à épandre par parcelle. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais la Ouais. norme a évolué depuis le 1er septembre. Là, ça va poser problème parce Mm. que les contraintes qui vont être mises en place sont très compliquées à tenir. Mais Mm. aujourd'hui, on fait des 3 analyses par an. Donc, on Mm. définissait notre volume par culture, par besoin de la plante. Ok. On épand très bien, aussi bien sur des terres nues que sur des blés, par exemple, en février. On fait de l'épandage sur blé. Alors, les premières années, évidemment, on a eu un peu peur, hein, mais si c'est fait Mm. aux bonnes périodes, bonne dose, la réaction est très bonne. Donc, on n'a Mm. pas de souci, je dirais, qualitatif et de réaction, notamment au niveau de l'azote. Mm. En azote, donc, on a baissé fortement nos achats d'engrais minéraux et on achète quasiment plus on n'achète plus de potasse. Par contre, au Mm. niveau du phosphore, on est plus mitigé puisqu'on a plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disent que c'est assimilable, d'autres pas. Donc, au niveau du phosphore, on est plus prudent. On a maintenu des achats de phosphore quasiment à l'identique par rapport à avant. Par contre, on a Mm. beaucoup diminué en azote et en potasse. Ouais, on pourra peut-être discuter ensuite effectivement de cette question du phosphore avec Julie. Ouais. Juste, vous parliez de réglementation et de s'assurer justement qu'on est en phase. Est-ce que vous avez avec des conseils à donner à des porteurs de projets du monde agricole qui nous écoutent peut-être là en ce moment, qui te lanceraient dans la méthanisation et qui voudraient utiliser le digesta comme fertilisant? Est-ce que, donc, mis à part effectivement cette attention à la réglementation qui est en train de changer, etc., est-ce que vous avez d'autres conseils à donner
Ouais, les assez premiers conseils qu'il faut, porteurs de projet. moi, la règle de base d'un méthaniseur, moi, je pense qu'il faut que les parcelles soient à moins de 8-10 km du méthaniseur. Dès qu'on est au-delà de 10 km, on est loin. On est loin Mm, pour ensiler, on est loin pour répandre et on a des coûts de revient qui sont extrêmement élevés. mm, Donc, plus le parcellaire est proche du méta et mieux c'est. Et à un moment donné, il y a un point critique quand on est trop loin, bah, les coûts d'épandage, ils explosent. Il y a aussi, nous, on a des voisins qui ont eu des soucis de transport où il y a un camion qui a je sais pas si les vannes n'étaient pas fermées comme il faut. Enfin, ça fait 2 fois que ça arrive, où mm, il y a un camion qui a vidé tout le digestat dans un village. Donc, mm, voilà. Donc, mm, il faut penser à tout ça. Ça arrive, malheureusement, il faut le dire. Et mm, donc, au niveau de l'image de l'agriculture et de ce qu'on fait sur les médailles, il faut être très, très, très prudent sur les qualités de transport, les qualités d'épandage et sur le lieu où on épand. mm, Euh, c'est, c'est fondamental aujourd'hui. Il faut savoir que nous, on a été contrôlés par l'Adréal sur l'épandage au 12 août. Donc, ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, l'Adréal a ordre de contrôler les méthaniseurs. On est dans la ligne de mire par rapport au digestat. Alors, il y a peut-être 5% des agriculteurs qui travaillent mal et qui mettent la filière en danger, ou industriel d'ailleurs, parce que le premier site qui a eu des problèmes, c'est un site quand même industriel en Bretagne. Donc, le digestat et l'épandage du digestat, c'est clé et mm. c'est très surveillé, très contrôlé. Et aujourd'hui, j'irai dans les 2 années qui viennent, beaucoup de métals vont être contrôlés par rapport à ça. Et ils font la chasse aux gens qui travaillent mal, ce qui est normal, je dirais, mais Ouais. ce qui met la pression sur toute la profession. Et Mm. aujourd'hui, je pense que la dernière directive nitrate qui a été mise en place au 1er septembre, elle est peut-être due à certains abus de certains exploitants, mais en tout cas, elle va être compliquée à tenir. Mm. Ok, on pourra revenir peut-être dessus s'il y a des Ouais, questions là-dessus. c'est Je un pense peu, ouais. qu'il y aura des questions là-dessus. Euh, on va nous poser une question maintenant à Julie. Julie, vous avez beaucoup travaillé sur la notion de variabilité des digestats, puisqu'en fait, il n'existe pas un digestat, mais plusieurs digestats et tous ne se valent pas. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est pour vous un bon digestat, on va dire, d'un point de vue agronomique? Alors, effectivement, il n'y a pas un mais des digestats, hein, donc, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça va dépendre de la qualité de la matière organique, des nutriments et même des contaminants qu'il peut y avoir dans les digestats vont dépendre de plusieurs choses, les intrants notamment. Donc, les intrants, c'est vraiment ce qui va avoir une empreinte après sur la qualité du digestat. Les conditions de procédé, alors si c'est une voie liquide ou humide, mais également le temps de séjour, puisque ça peut avoir un impact aussi sur la stabilisation de la matière organique. Et puis les post-traitements. Donc si par exemple vous avez une séparation de phase et que vous allez ensuite gérer un liquide ou un solide aussi, il peut y avoir donc ce sont des Mm, produits différents. Donc en fait dans le projet Fertidige mm, donc qui a duré 3 ans, hein, donc on a récolté des données issues de caractéristiques physico-chimiques issues de 165 sites de méthanisation à la ferme et centralisée. Et donc, en faisant des études statistiques, donc on a pu établir en fait qu'il y avait 7 grandes classes de digesta, et ces 7 grandes classes de digesta sont expliquées, comme je l'ai dit, donc par rapport aux intrants, aux conditions de procédé, au post-traitement. Voilà. Et donc ça, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver donc encore une fois sur le site qui est sur le chat. Donc, c'est vrai que l'intrant, c'est le facteur qui a le plus de poids. Donc, par exemple, un digestat issu de fumier ruminant, il va contenir plus de matière sèche, de matière organique et moins d'azote qu'un digestat issu de lisier porcin ou qu'un biodéchet, notamment. mm, Les contaminants, ben, c'est un peu pareil, ça dépend beaucoup des intrants. Par exemple, les éléments traces métalliques, si vous aviez cuivre et zinc en quantité non négligeable, ben, vous allez les retrouver parce que la méthanisation conserve les éléments. Voilà. Et donc, pour ce qui est en fait de alors tout ce qui est contaminant organique, ça va mm, être un peu plus complexe parce que ça va dépendre des molécules considérées. mm, Et si on regarde aussi les pathogènes, eh bien également les intrants vont avoir un effet et ça va être modulé selon si on a un pré-traitement comme une hygiénisation ou mm, si la température de procédé est élevée ou pas, ce qui peut en fait désactiver des pathogènes en sortie. mm. Donc après, la question du bon digestat, Oui. c'est assez difficile parce qu'en fait, cette question, elle peut se poser pour toutes les matières fertilisantes organiques résiduaires, en fait, hein. Mm, Parce que finalement, la vraie question, c'est quelle est la bonne qualité de digestat dans un contexte pédoclimatique oui. et pratique culturale donnée. Donc Mm, tout à l'heure, Damien parlait du phosphore. mm,
Donc, par exemple, typiquement, le phosphore, c'est quelque chose la chimie du phosphore est quelque chose d'assez complexe parce que dans le digestat, le phosphore peut être sous forme minérale et organique, mais il peut être également plus ou moins disponible, hein, selon les liaisons moléculaires avec qui il peut être fixé à des métaux ou autres. Mm. Et même s'il est sous forme disponible et qu'on le met dans un sol, si le sol, par exemple, présente des conditions, on va dire que si c'est un sol calcaire, par exemple, ce phosphore disponible peut très bien être fixé euh, dans le sol et du coup ne plus être disponible. Mm. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver la bonne adéquation entre qualité de digestat ou qualité de produit qu'on va retourner au sol par rapport au contexte pédoclimatique, au sol et les pratiques culturelles. Donc c'est vraiment Mm. quand même assez complexe. Oui. Voilà. Moi, je voudrais préciser qu'on est sur des sols de craie chez nous, hein, par exemple. Donc, c'est là où on a des actions qui sont extrêmement différentes. On est sur des sols qui sont à 8,2 de pH. Mm. Ouais, alors effectivement, enfin, après, ça peut avoir effectivement un effet sur les réactions physico-chimiques avec le Oui, bien sûr. phosphore, clairement, quoi. Mm. Par contre, moi, je voudrais Donc juste en fait, ajouter oui, juste pardon. un point au niveau d'expérience d'exploitant, c'est qu'au niveau des analyses de digestat, donc on en fait régulièrement, puisque la règle c'était un, ça va passer à 2, et nous on en fait 3 par an, donc on en fait plus que ce qu'on nous demandait. Mm. Et par contre, c'est vrai que dans les analyses, on a des chiffres extrêmement précis, mais enfin, ça reste que d'échantillonnage. Et nous, ce Oui. qu'on s'est rendu compte, c'est quand même que on peut pas tenir compte que d'une théorie précise du laboratoire. Enfin, ça, c'est notre point de vue parce que suivant la prise d'échantillon, comment vous la faites, quand est-ce que vous la faites, à quel niveau vous la Mm. faites dans le digestat, elle n'a pas la même composition. Comment vous brassez le Mm. digestat, vous pouvez être plus liquide ou moins liquide. Et en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que malgré tout, malgré les chiffres à la virgule, ça reste qu'une tendance. Alors, c'est sûr que quand vous Mm. expliquez ça à un contrôleur, ça ne lui plaît pas trop. Mais c'est la réalité des choses. Par exemple, nous, on s'est rendu compte, on a mis pas mal d'eau à un moment donné parce qu'on avait des problèmes de viscosité. Et en fait, l'analyse du digestat où il y avait beaucoup d'eau, euh, l'analyse était la même qu'avant, sans eau. Et l'analyse, 3 mois après, était celle, on va dire, avec beaucoup d'eau. Or, c'était pas Mm. possible. Donc, on sait très bien quand on épand, on connaît la fluidité, on voit les volumes qu'on a, donc on sait très bien qu'on a une partie d'eau. Donc là, on estimait avoir beaucoup d'eau, on a augmenté de 30% le digestat parce qu'on avait amené 30% d'eau. Et 3 ou 4 mois après, on a rediminué parce qu'on savait très bien qu'il fallait diminuer, alors qu'en fait, les chiffres théoriques nous donnaient un peu l'inverse. Et Mm. c'est là où c'est un peu compliqué. Et en plus, nous, par exemple, on a une cuve centrale de 10 000 mètres cubes et deux cuves de 2000 mètres cubes, 2500. Et en fait, on n'a pas raisonné l'épandage de la même manière dans la grosse cuve, dans les petites, parce qu'on savait très bien comment était l'historique dans les cuves. Donc Mm. oui, les analyses, c'est bien, oui, la précision, c'est bien, mais ça a des limites quand même au niveau, je dirais, semi-industriel, on est semi-industriel. Et dans les résultats, ils restent que théoriques par rapport à ce que nous, on peut avoir sur le terrain. Donc Mm. là-dessus, moi, je dis prudence quand même par rapport aux chiffres labo et ce que l'on fait sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses chez nous. Mm. Après, le souci avec, alors vous parlez de l'azote. L'azote, c'est quand même une mesure, notamment l'azote ammoniacal, c'est une mesure qui est très sensible parce que donc les digestats sont à pH élevé, donc au-delà d'entre 7, 8, voire plus. Et donc dans ces pH-là, l'azote ammoniacal, qui est l'azote minéral majoritaire dans le digestat, est susceptible de volatiliser. Donc selon la méthode d'échantillonnage, selon comment on va garder Oui, bien sûr. l'échantillon, etc., ça peut avoir beaucoup d'impact clairement sur le résultat. Toutefois, alors il y a des bonnes pratiques d'échantillonnage. Euh, voilà, essayer de brasser au maximum, la conservation, tout ce qui est autour de la conservation, essayer d'échantillonner au plus proche de la période à laquelle vous allez prendre votre digestat. Mais ça reste quand même un indicateur qui peut, même si c'est pas très précis, qui peut quand même être intéressant à Mm. utiliser dans tous les cas, quoi. Oui, Mm. bien Même sûr, si on sait il peut y avoir effectivement des Je savais que possibilités. c'était bien de croiser les regards et que la scientifique allait pouvoir répondre au bien terrain sûr, nous, et on utilise vice-versa. ces chiffres. Julie, on utilise ces chiffres, bien évidemment. C'est certain, c'est la base de la réflexion. Et après, on transpose par rapport à ce qu'on suppose, Eh ouais. comment être le digestat par rapport au volume. Alors après, Mm, maintenant, ça fait 3 ans, nous, on est en troisième année. Donc, on a un petit recul, hein. On a l'impression que les doses qu'on met correspondent à ce qu'a besoin la plante. C'est-à-dire qu'on est mm, plus sur dosage, on voit bien que nos parcelles ne versent pas, par exemple, pas plus qu'une autre. Euh,
voilà, on a quand même des retours visuels qui nous confortent un peu dans ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, ouais, mais je comprends bien que c'est assez problématique. Et d'ailleurs, lorsque nous-mêmes nous avons récupéré toutes les données, vous voyez, toutes les données qu'on a récupérées sur les différents digestats, il y a une variabilité énorme et donc on a réussi à avoir des résultats statistiques qui étaient pas trop mal, mais clairement il y a une grosse variabilité et tous ces impacts, cet effet de méthode, d'échantillonnage, etc. ont un effet sans on le sait, mais du coup on essaie de le prendre en compte, mais c'est vrai que c'est un challenge aussi, hein. Mm. On va passer à la dernière question, puis après on passera aux questions des participants. Il y a déjà pas mal de petites questions. Je voudrais juste qu'on aborde le lien entre biodéchets et digesta, puisque voilà, on est sur cette thématique-là pour ces rendez-vous. D'un point de vue scientifique, d'abord Julie, est-ce que vous avez des premiers résultats à partager avec nous sur le sujet? Qu'est-ce que ça change pour un digesta d'avoir été issu de biodéchets? Alors, donc les données issues de digestat de biodéchets à prix tri à la source sont très peu nombreuses. Donc, ce qu'on a pu récolter en fait dans le projet Fertidige, ce sont des digestats issus enfin, d'origine agricole ou centralisée, donc en codigestion, donc pas que Mm, biodéchets, mais on mm, a quand même réussi à avoir des digestats dont on avait des fractions de biodéchets au-delà de 50%, voire jusqu'à 70-80%. Mais c'était plutôt des biodéchets qui venaient des petites moyennes surfaces ou issus de cantines, collectivités, des choses comme ça. Alors toutefois, on a quand même pu avoir quelques grandes tendances, hein. En général, les biodéchets, lorsqu'ils sont ajoutés à la ration, confèrent au digestat plus d'azote et moins de matière organique. Alors, je module cela parce que ça dépend avec quel autre intrant il est méthanisé. Mais de manière globale, mm, il apporte plus d'azote. Et donc le biodéchet qui est un potentiel biodégradable, enfin méthanisable important, du coup va être dégradé et c'est pour ça qu'on a un peu moins de matière organique dans les digestats. Donc au final, ces digestats, ils sont plutôt riches en nutriments, notamment azote minéral, mm, avec un ratio C sur N assez faible, enfin en tout cas plus faible que les autres digestats. Et lorsqu'on a regardé les indicateurs un peu plutôt agronomiques, donc issus de tests en incubation sur sol en conditions contrôlées, ce qu'on voit, c'est que le carbone qui reste dans ce type de digestat, il va être quand même assez biodégradable, hein. C'est-à-dire que la minéralisation du carbone qui reste dans ces digestats est assez élevée. Ce qui peut parfois entraîner une immobilisation initiale de l'azote dans le sol. Donc, voilà, ça, c'est les premières tendances. Et par contre, ils ont un potentiel fertilisant très intéressant puisque du coup, ils ont beaucoup d'azote minéral. Voilà. Tout ce qui est mm, sur les données qu'on a sur les contaminants, de manière globale, on n'a pas beaucoup de données, mais le peu de données qu'on a, c'est qu'on est sous les seuils de réglementation en termes de éléments de traces métalliques ou sinon tout ce qui est hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, c'est les contaminants organiques de la réglementation. mm. Alors, concernant le gros point sur les inertes et notamment les microplastiques, puisque Ouais. c'est un peu, les biodéchets, les digestats de biodéchets sont pas Mm, mal écrits là-dessus. mm, Donc, clairement, il manque de données, tout mm, simplement parce qu'il n'y a pas de méthode standardisée pour pouvoir comparer les digestats entre eux. En fait, là, il y a des projets de recherche, notamment à l'INRAE, qui sont en cours sur ce sujet et notamment sur trouver une méthode de mesure de ces inertes, de ces microplastiques pour pouvoir justement avoir une idée mm, de ce qui... Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire sur le sujet. mm. Donc, appel à contribution si vous voulez donner vos échantillons. Alors voilà, donc nous on continue effectivement, enfin donc il y a eu le projet Fertilige, mais nous Mm, continuons à travailler sur les digestats et notamment sur ces digestats issus de biodéchets, puisqu'on manque de données. Donc clairement, voilà, si vous voulez contribuer, nous sommes preneurs de données. Voilà. parfait. Euh, Damien, est-ce que vous observez la même chose sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis à relever autour de la valorisation des biodéchets dans votre Alors, secteur? clairement, parce que nous, on a un déconditionneur, hygiéniseur et méthaniseur. Donc, sur la partie déconditionnement, oui, on savait que ça nous apporterait de l'azote de Mm, manière minérale plus élevée, enfin, de l'azote minéral plus élevé. mm, Donc, on a un digestat qui est un peu plus riche à ce niveau-là. Ça, on en avait conscience et c'est ce qu'on a révélé dans les analyses. Ensuite, on fait des analyses d'inertes également parce que le point clé dans le déconditionnement, et ce sera un futur
qui fera que le déconditionnement fonctionne pas, c'est que si les soupes sont sales, on fait un digestat qui est sale et on retrouve des plastiques dans les champs. Donc, enfin, nous, on a l'expérience en Champagne, dans les vignes, il y a une trentaine d'années ou 40 ans, ils ont répandu des boues dans les vignes et c'est bourré de plastique encore aujourd'hui par endroits. Donc, on le voit. Donc, le défi plastique est un vrai défi. Après, on a eu des soupes aussi où il y avait du verre. Alors, le verre, je dirais, dans les soupes, on les retrouve dans le digestat. Alors, c'est pas trop gênant au niveau il n'y a aucune pollution avec le verre, hein, mis à part un peu visuel, mais on le voit quasiment pas. Par contre, ça abîme les bétons, ça abîme les pompes, ça abîme pas mal de choses. Le plastique n'abîme rien, pas grand-chose. Par contre, il pollue énormément. Donc, notamment l'Adréal, quand ils sont venus nous contrôler le 12 août, là, elle m'a demandé, la fille, d'avoir des analyses de notre digestat et Mm, de nos soupes pour savoir un peu les inertes qu'il y avait dedans. Donc, ça veut mm, dire que le sujet les intéresse et que c'est un point clé. mm. Donc, c'est très, très important quand on déconditionne et quand on récupère de soupe d'être extrêmement exigeant sur la qualité de la soupe. Si on fait Mm. pas ça, de toute manière, dans 5 ans, c'est mort. On a Justement, les soupes qui sont ouais. sales et On a une question du coup justement des participants sur pour vous Damien sur qui nous demande connaissez-vous des problèmes de qualité digestale liés à la qualité des soupes de biodéchets et si oui comment contrôlez-vous la qualité des soupes entrantes? Mais vous avez déjà partiellement répondu. Aujourd'hui, je dirais non, mais on a fait des tests de soupe qu'on a voulu nous livrer. On a fait un camion, on n'en a pas fait deux, hein. Il y Mm, avait des déchets qui étaient catastrophiques, quoi. Donc, aujourd'hui, on est prudent. On a eu des soupes qu'on a récupérées où il y avait du verre. Donc là, je dirais au niveau polluant, c'est pas trop gênant, comme inerte, mais ça reste très, très problématique pour nous, pour le fonctionnement du méta. Après, sur le digestat, non, on n'a pas de problème significatif, mais on est vigilant et on a renforcé l'équipe chez nous avec des gens, on va dire, compétents pour faire des analyses régulières, pour bien regarder, pour bien tracer, et pas se faire surprendre aussi par des livraisons ou même par ce qu'on fait nous, quoi. Donc, c'est très, très important d'être vigilant. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau des biodéchets, c'est qu'il y a une bataille un peu de prix, parce que nous, en tout cas, dans notre région, il y a trop de déconditionneurs. Ça, c'est clair. Il y en a beaucoup trop par rapport à la masse de produits disponibles pour bien faire travailler, bien faire vivre le déconditionneur. Donc, il y a une bataille de prix. À un moment donné, moi, j'ai dit, on arrête de rentrer dans cette bataille, parce que de toute manière, si on travaille pas cher, on travaille mal. Et si on mm, travaille mal, on fait des soupes pas propres, parce qu'il ouais, n'y a pas d'autre solution. Pour faire une soupe à bas coût, il faut travailler vite. Plus vous travaillez vite, et moins ça vous coûte cher, plus vous rentrez de matière, plus vous en sortez. Sauf que vous faites des soupes qui globalement sont saines. Et donc là, si on travaille comme ça, pour moi, on va à notre perte au niveau de l'agriculture. Donc aujourd'hui, les industriels n'en ont pas conscience du tout, ils s'en foutent, hein. Ils veulent du tarif, ils veulent faire du volume, amortir leur matériel. Mais il faut être très vigilant, nous, exploitants, de freiner les appros de soupes qui sont pas bonnes, il faut les refuser, quoi. mm. Il faut pas prendre, quoi. Et puis vous êtes bien équipé aussi. Oui, il faut être bien décrier. Alors, si vous voulez me dire à ça, Green Creative, là-dessus, bon, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque déconditionneur. Mm, Voilà, Green Creative, on a des soupes qui sont propres. Ça travaille pas très vite, donc c'est l'inconvénient. Mais en face de ça, nous, ça nous convient. C'est plus un travail d'artisan que l'on fait. mm, On a des volumes qui sont pas hyper importants, donc aujourd'hui, autant bien les utiliser et avoir mm, une soupe de qualité. mm. Ok, parfait. Alors je vais prendre d'autres questions. Pour Enebio, quelles sont les réglementations, les évolutions réglementaires qui posent problème depuis septembre dont vous Depuis septembre, parliez il y en a rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais Ouais, j'ai lu un point diagonale, donc on a interdit d'épandre le digestat après le 15 octobre, qui pour nous va pas du tout. On n'a pas le droit d'épandre du digestat plus de 15 jours avant la date de semis. Donc ça veut dire que si vous semez au 1er octobre, il faut épandre au plus tôt au 15 septembre. Alors moi, ils m'expliqueront comment on fait pour savoir si on va semer à 10 jours près. On l'a vu l'an dernier avec les problèmes météo. Ça nous pose des gros problèmes d'organisation de chantier parce que ça veut dire qu'il faut faire 2 jours d'épandage, arrêter, refaire 2 jours d'épandage, arrêter. C'est pas jouable. Là, on sort de 10 jours d'épandage complet, quoi, hein. Donc, on peut pas épandre comme ça une journée par-ci, une journée par-là. Techniquement, économiquement, c'est pas jouable. Euh, épandre jusqu'au 1er novembre, la date était pas mal. 15 octobre, pour nous, c'est complètement débile. hmm, Donc voilà, ils ont diminué les doses. Je crois que alors, les doses, ça doit être 30 unités d'azote. Donc ça veut dire en gros 10 à 15 mètres cubes par hectare d'épandage. C'est ridicule. C'est ridicule. Enfin, ça passe pas, quoi. Ça veut dire qu'on met 2 fois plus de temps, 2 fois plus de coûts. Ça passe pas au niveau économique et ça passe pas au niveau technique, quoi. Et au niveau agronomique, j'ai du mal à voir je comprends pas l'intérêt. hmm, Ils nous empêchent, par exemple, de faire de l'escourgeon en ensilage pur. Enfin, de quel droit on nous explique qu'on peut pas faire d'ensilage d'escourgeon?
il faut qu'on le mélange avec une autre céréale qui marche moins bien. Enfin, des trucs qui sont, enfin, moi, je suis ingénieur en agronomie, j'ai du mal à comprendre comme l'intérêt de ces contrats. Mm. Mis à part Mm. peut-être freiner des gens qui ont mal travaillé, peut-être, hein. Mais en tout Ouais. cas, nous, et je l'ai dit clairement à la fille de la réal, je lui ai dit, mais on respectera pas, on peut pas respecter. Mm. C'est pareil, aujourd'hui, chez nous, c'est pas respectable. Ok. Euh, Merci pour l'alerte. Du coup, on a aussi une question sur le coût d'investissement. Ça peut être intéressant, ça, pour nos participants. Combien coûte l'investissement supplémentaire pour la valorisation des biodéchets? Le coût de déconditionnement, d'hygiénisation, est-ce que c'est 10% plus cher, 20% plus cher, 30% plus cher? Est-ce qu'on peut l'évaluer? On peut pas calculer 10, 20%, Ouais, 30%, ça dépend comment vous le faites, ça dépend des volumes que vous ouais, voulez montrer, il n'y a pas de règle, hein. mm, ouais, La question est, c'est absolument ouais, aléatoire. C'est du simple au triple, du simple au quadruple. Ça dépend si vous faites une vraie unité de déconditionnement et avec une unité à part. Ça dépend si vous faites un atelier de déconditionnement en complément de ce que vous faites. mm, Ça dépend du type d'hygiénisation que vous voulez travailler, du volume que vous passez. mm, C'est impossible à répondre. ouais, ok, ok. Une C'est question cher, par peut-être. contre, c'est très cher en fonctionnement. Il y a le coût de fabrication qui est cher. Par contre, le coût de fonctionnement d'exploitation est extrêmement, extrêmement élevé. Il y a beaucoup de pièces à changer, beaucoup de casses. C'est quand même des machines à problème. Mm. Ça, c'est des machines très compliquées. Ça use Surtout des si la soupe est bétons. pas pure. Mm. Oui, et en plus, il y a souple et pas pure derrière, mais dans tous les Ouais. cas, ça use les bétons. Il y a Mm. des coûts de fonctionnement très élevés, il y a des coûts d'entretien très élevés, il y a des coûts de nettoyage très élevés Mm. qui sont pas forcément pris en compte au départ. Ouais. Ouais, qu'il faut anticiper, quoi. Ouais. Sur la partie normes, est-ce que, peut-être c'est une question pour Julie, est-ce qu'il existe des normes d'analyse pour les inertes et les impuretés, pour les amendements Alors, organiques en lien avec les obligations européennes et enfin NF U44 051 95? Ces méthodes sont-elles applicables au digestat? alors oui, il y a des normes, effectivement. Donc c'est tout ce qui est inerte. Alors il me semble, je crois que c'était des inertes en dessous de 2 millimètres, je ne sais plus. Alors elles peuvent être applicables au digestat, mais au final, on va pas aller attraper entre guillemets ou caractériser tout ce qui est plutôt microplastique. Où là c'est là qui est c'est ça aussi qui est intéressant à regarder quoi. Ouais. Donc c'est ces inertes en dessous de 2 millimètres. Donc je dirais que Mm. oui ça existe, mais pas pour aller chercher ces inertes là quoi. Ouais. Ok. Alors, il y a pas mal d'autres questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je vous propose de répondre. Je vais transmettre les questions que vous avez posées dans le chat à nos invités et on vous répondra par écrit. Et je vais devoir clore cette conversation parce qu'on voilà, on veut tenir le timing. Je vous remercie tous pour ces échanges riches et inspirants. Et puis, croiser terrain science, je pense que c'était très, très riche. Vous recevrez bientôt le replay de cette conversation. Avant de clore aussi, je vous mets le lien dans le chat vers la technologie FlexiPure. Donc toujours dans ce souci de digesta propre, on a développé une technologie chez Green Creative de filtration qui se plug à tous les outils du marché et qui permet d'avoisiner 0% de plastique. Donc je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont des projets euh, là-dessus de rentrer en conversation avec Lucille Noury qui sera un plaisir de vous accompagner sur vos projets. N'hésitez pas à la contacter. Il y a certainement un équipement Green Creative qui pourrait correspondre à vos besoins. Et puis, ça permet de poursuivre la conversation ensemble autour de biodéchets. Je me permets juste un point Voilà. sur je me permets juste un point Oui, sur et les rajoutez biodéchets, un mot si pardon. vous voulez, tous les deux, bien sûr. Je me permets juste un point sur les biodéchets. Il faut faire très attention quand on s'y lance de faire comme un minimum d'études de marché. Parce que nous, on a vu des gens qui bah, ils montent un déconditionneur en pensant que les déchets vont arriver tout seuls. C'est faux, il n'y en a pas tant que ça. Tout dépend des régions, tout dépend de la population, la volonté des politiques. Et c'est, c'est, c'est loin d'être une sinécure de récupérer du volume satisfaisant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont monté des déconditionneurs qui n'ont pas du tout de volume pour faire tourner l'appareil. Et un peu nous les premiers, on a très bien commencé et on a tendance à diminuer parce qu'il y a de la concurrence qui s'est mise 100 kilomètres. Et donc, c'est normal que localement, ils récupèrent un peu des produits, sauf qu'en fait, du coup, personne n'a son volume satisfaisant pour travailler. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Soyons prudents quand on investit, d'être sûr d'avoir des produits en face, quoi. Ouais. Alors, ça paraît basique, mais ça ne l'est pas. Julie, vous voulez dire un dernier mot pour clore cette conversation?
Bah, juste non, pour dire que si vous aviez voilà, donc je refais encore de la pub pour le projet Fertidige, mais donc on a réalisé un site web qui se veut entre guillemets recueillir l'état des connaissances sur les digestats, sur tout ce qui est fait des digestats, sur la fertilité biologique, physique du sol, les différentes typologies qu'il peut y avoir, les caractéristiques des digestats, des conseils en fertilisation aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et puis aussi, voilà, si vous avez des questions, également de nous contacter. Donc, on essaiera d'y répondre avec plaisir. Parfait. Et si vous avez aussi des suggestions pour un prochain rendez-vous du biodéchet, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, à la suite du replay, on vous mettra un petit questionnaire pour avoir vos idées de prochains rendez-vous. Et le replay sera dans vos boîtes mail voilà, dans la semaine. Merci à tous. Merci beaucoup, Julie et Damien, d'avoir pris le temps Merci. voilà, dans votre emploi du temps respectif pour cette conversation très, très intéressante. Merci beaucoup. Merci. À Merci, bonne journée. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.